Sur Mobility TV, nous allons aborder le covoiturage. Évidemment, en plein cœur des grèves, c'est l'un des sujets du moment, l'un des grands sujets. Fini le métro boulot dodo. Aujourd'hui, c'est peut-être place au covoiturage, à Paris bien sûr, mais aussi dans les grandes villes. C'est devenu un phénomène en pleine expansion dans les grandes villes, dans les campagnes, dans les petites villes. On voit ce covoiturage qui commence à se développer. Nous allons en parler ensemble avec autour de cette table plusieurs invités. Simon Berger, Perrin de Blablabla, bonjour. Bonjour. Olivier Binet de Caros. Bonjour. Gaël Marais d'ID Vroom. Et puis deux autres personnes pour nous parler de l'Indien Zifi. Anoura Grator qui est son créateur. Bonjour. Bonjour. Je vais dire créateur. You create, yes. Hein, vous parlez en anglais. Oui. et vous avez avec vous votre porte-parole Brendan Shepard qui pourra, qui pourra donc nous définir ce qu'est Zifi et cette nouvelle arrivée. Peut-être un mot de présentation de chacun. Blablabla, tout d'abord. C'est une émanation de Blablacar, forcément, on y pense immédiatement. Exactement. Blablabla, c'est l'application développée par Blablacar pour aider les gens à covoiturer sur des plus courtes distances et surtout pour les trajets domicile-travail. Voilà, c'est ça, les plus courtes distances. Donc on verra ça. Caros, qui fait aujourd'hui, qui pèse lourd sur le marché francilien. Hein. Alors Caros, c'est une société, c'est une PME maintenant de 25 personnes qu'on a créée avec mon associé il y a à peu près 4 ans maintenant et qui a vocation effectivement à adapter la pratique du covoiturage sur les trajets courts. On a coutume de dire que grâce à des technologies de rupture, on transforme les voitures individuelles en réseaux de transport collectif dans les zones périurbaines et rurales, toujours dans une logique complémentaire et intermodale, c'est-à-dire qu'on intègre les réseaux de lignes régulières type Transilien, TER, etc., bus, métro, dans notre moteur pour pouvoir proposer des itinéraires optimisés de porte à porte qui font covoiturage plus transport en commun. Oui. ID Vroom, qui est une filiale de la SNCF, hein, Gaël Marais. Voilà, c'est ça, depuis 2013. Donc nous, filiale de covoiturage également positionnée sur du covoiturage. Quand vous dites 2013, c'est-à-dire fondée auparavant ou créée totalement par la SNCF? Alors la start-up existait avant, elle a été rachetée par SNCF en 2013 et le nom ID Vroom est sorti en 2014. Donc nous, on est positionné aussi sur du covoiturage courte distance. Donc en moyenne, c'est des covoiturages de 40 km et on est la première communauté de France puisqu'on a 650 000 membres qui nous ont rejoints. Voilà. Zifi, alors c'est une émanation de start-up, hein, c'est ça? C'est une start-up également? Oui, tout à fait. Donc c'est une start-up qui a été créée en 2013 en Inde, à Hyderabad, la ville d'où vient Anurag. Et c'est donc une entreprise qui s'est implantée sur le secteur français en septembre 2017. Donc on est un acteur de la courte et moyenne distance relativement nouveau sur le secteur. Mais on a donc cette expérience dans un pays étranger, dans un secteur tout à fait différent que celui de la France. Et donc on a pour ambition de recréer notre développement assez rapidement. Why you come in France? Excellent question, actually. What we are doing is related to not just mobility and transportation, but also sustainability. And, I believe there are two strong nations who are really moving forward in terms of sustainability. That's India and France. And, of course, France is home to the leader in carpooling space. And, they are definitely one of our inspirations. So why not learn from them and be in the same city with them? Right. So that was the intention. Quelques mots de traduction, monsieur. On a effectivement très bien compris, mais... écoutez... Je pense qu'un moteur pour Zifi, c'est vraiment la soutenabilité, le désir de faire progresser les choses au niveau de l'environnement. Et donc, pourquoi pas rejoindre le secteur français où des grands acteurs sont déjà présents depuis un certain temps. Et prendre de l'inspiration de ces acteurs-là pour faire progresser notre propre marque sur ce marché. S'implanter en France tout en développant également chez vous en Inde, quoi. Oui, tout à fait. C'est une implantation qui se fait en France, mais qui se fait aussi ailleurs dans d'autres pays européens. Et donc, on a vraiment pour ambition d'être présent sur différents marchés, sur différents continents, et donc faire avancer les choses au niveau du covoiturage, pas qu'en France, mais ailleurs aussi. Oui, on y reviendra peut-être, parce que c'est vrai que Blablacar a été notamment l'un des leaders également en Europe et puis dans le monde à se développer sur le covoiturage. Alors, venons-en aux effets de la grève de la SNCF, maintenant depuis quelques semaines. Est-ce que vous avez ressenti un impact? Il y a un effet d'aubaine, mais est-ce que ça va au-delà de ça? Qui veut répondre? Nous, on a
profité, comme on avait cette grève qui arrivait sur toute la France, on a décidé d'ouvrir BlaBlaLine sur toute la France au même moment. Donc on a eu un double impact. On a eu l'impact d'exposer BlaBlaLine à la communauté de BlaBlaCar dans tout le moteur de recherche et à tous nos membres. Donc on a la force de la communauté BlaBlaCar qui a rejoint l'application pour s'entraider, pour proposer des trajets courts. Il faut savoir que chez BlaBlaCar, on a les ambassadeurs qui sont ceux qui sont les plus assidus, qui utilisent le plus le service. Ils sont 10% des actifs en France. Et 30% de nos membres sont des ambassadeurs BlaBlaCar sur BlaBlaLine. C'est-à-dire qu'on a vraiment des covoitureurs qui avaient l'habitude de faire du covoiturage longue distance et qui sont venus proposer leurs services et leurs voitures pendant la grève. Donc on est très contents. Et donc du coup, entre avant et maintenant, on touche x10 sur les journées non grève et x20 sur les journées de grève, ce qui veut dire qu'en gros, une journée de grève double le trafic sur BlaBlaLine. Bon, merci les cheminots, quoi. Bon, on n'ira peut-être pas trop vite pour ne pas froisser quiconque, mais cela dit, même chose chez Caros, vous avez ressenti aussi évidemment un impact fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, la grève, elle vient se greffer, entre guillemets, sur un mouvement de fond. C'est-à-dire que depuis maintenant 20 mois, on est en croissance d'activité, croissance d'usage de covoiturage de 8% par semaine chez Caros. Donc, il est clair que la grève vient accélérer encore un petit peu cela. Mais je crois qu'il ne faut pas cacher, on va dire, la forêt avec ses quelques arbres sur le fait que le covoiturage est en croissance de toute façon assez naturelle et assez forte sur les courtes distances, quoi qu'il arrive. Ouais. Ce qui nous a intéressé, c'est effectivement de voir qu'on a généré le premier jour de grève vers le 25 ou 26 mars, 90% de plus, donc en gros 2 fois plus de covoiturage qu'un jour de la semaine précédente. Donc on voit qu'il y a eu un effet d'escalier important. Mais ce qui est encore plus intéressant de notre point de vue, c'est qu'on s'aperçoit que 68% de nos nouveaux utilisateurs qui arrivent un jour de grève restent ensuite actifs sur le système parce qu'ils se sont rendus compte qu'en arrivant sur un système comme le nôtre, ils ont accès à 410 000 opportunités de covoiturage comme ça en quelques secondes, qui correspondent globalement pour certaines d'entre elles exactement à leurs besoins et qu'ils vont économiser en moyenne 80 à 100 euros par mois s'ils viennent d'une position d'autosoliste ou 24 minutes par trajet quand ils viennent d'une position de transport en commun. Et donc forcément, cette proposition de valeur, elle est très intéressante et elle n'est pas intéressante que les jours de grève, heureusement. Ce qui fait que chaque jour de grève... pardon, mais c'est une publicité, un moyen de promotion finalement formidable. Et donc c'est pour ça que ça permet de mettre en exergue une pratique de mobilité auquel les gens n'auraient pas forcément pensé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils la testent et ils ont tendance à y rester parce qu'ils se rendent compte, hors cas entre guillemets exceptionnel, je suis en direct sur une ligne de RER A, j'ai rien à faire dans un covoiturage et c'est très bien comme ça. Mais sinon, ils se rendent compte qu'il y a un énorme intérêt à passer au covoiturage finalement de manière régulière tous les jours. Oui, on verra peut-être aussi dans la suite comment vous allez transformer un petit peu l'essai parce que l'objectif évidemment est là, quoi. Bien sûr. Alors c'est un peu cocasse pour ID-Vroom quand même justement. Est-ce que vous avez aussi un effet d'aubaine alors que vous êtes une filiale de la SNCF par cette grève de la SNCF? Alors nous, on propose du covoiturage depuis quelques années, donc c'est vrai, je partage ce constat. Effectivement, le covoiturage se développe de plus en plus et là, on a connu effectivement un record historique avec ce démarrage des grèves fin mars, début avril. On avait un dépôt de trajet toutes les 5 secondes sur nos plateformes, web et mobile. On a une croissance en fait des demandes de réservation qui ont été multipliées par 30. Donc effectivement, des chiffres très impressionnants et ça s'est poursuivi et ça se poursuit encore sur tout le mois d'avril. Donc voilà, nous en fait... Sur de la courte distance, moyenne distance. Nous, on est positionné sur de la courte distance. Donc, on voit que les covoiturages, comme je disais, sont autour de 40 km. En tout cas, les 3/4 de nos covoiturages sont en dessous de 80 km. Ouais. Donc, comme c'est partout en France, en province, les kilomètres sont un peu plus importants. Mais voilà, c'est de la distance quotidienne, en fait, domicile-travail. Voilà, donc nous, en termes de fidélisation, on voit qu'un conducteur sur 2 continue à proposer des trajets. Ouais. Donc, c'est là aussi où on fidélise. Les passagers sont de plus en plus actifs. Et les anticipations de demandes de réservation se font au-delà de 24 heures, 48 heures. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là, les passagers de plus en plus actifs? C'est-à-dire qu'ils cherchent en fait d'autres solutions potentiellement, où ils vont s'inscrire eux-mêmes pour proposer aussi une solution? Alors le covoiturage, c'est un nouveau mode en fait de déplacement. C'est aussi complémentaire, comme vous le disiez, au transport en commun. Ouais. Et là, en ces périodes de grève, du coup, certaines personnes se sont reportées sur le service de covoiturage. Donc certains ont testé le service de covoiturage pour la première fois.
fois. Et c'est vrai qu'on peut le voir dans les avis qui nous reviennent. J'ai testé pour la première fois le covoiturage, c'était super, ça s'est très bien passé, je vais le poursuivre. Donc c'est là où on voit que c'est quelque chose qui va se poursuivre dans le temps. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui dans le covoiturage, dans ce que vous pouvez proposer les uns les autres? Qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est la qualité de votre réseau, c'est vos plateformes technologiques? Il y a plusieurs choses. Il y a la capacité à générer de la masse critique. Et en fait, c'est essentiellement le point important. Oui. En réalité, la masse critique, c'est deux choses. C'est la capacité d'avoir des utilisateurs en nombre important, mais aussi un outil qui fait qu'on exploite correctement ces utilisateurs inscrits, notamment en comprenant bien leurs besoins, en les mettant en relation de manière la plus efficace possible avec ceux qui peuvent partager les trajets. Je pense que, de mon point de vue, c'est ça le plus important. Oui, ça n'a pas explosé au moment des... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des records, que vous avez battu des records. On a tenu la charge, mais... non, mais c'est un vrai sujet, la une vraie question se préoccupation, pose, effectivement, puisque si on a une explosion du trafic, on peut avoir un problème. Chez nous, ça a tenu parce qu'on gère déjà 60 millions d'utilisateurs dans le monde, donc cette petite croissance a été très bien gérée. Oui. Mais donc on est d'accord, le succès, on fait tous à peu près la même chose. Le succès, ça va être la communauté, la liquidité, le nombre de trajets disponibles et arriver à bien faire matcher les gens au bon moment, au bon endroit. On travaille tous là-dessus très clairement. Ouais. Mais comment se démarquer? Parce que c'est vrai que le secteur commence à être de plus en plus encombré, il y a de plus en plus de monde, quoi. Je ne sais pas, est-ce que vous, Zifi, vous avez peut-être un œil un regard un peu différent? Ouais, alors c'est sûr que d'arriver sur le marché français, on a vite réalisé qu'il y avait énormément d'acteurs avec qui on avait à faire de la concurrence, mais je pense que voilà, pour se démarquer, on a aussi ce besoin d'aller un petit peu au-delà du simple covoiturage et de créer un web of services en quelque sorte, où en fait on va proposer différents services autour de la mobilité, autour du conducteur. Et donc ça passe par des partenariats avec des entreprises et ça passe par vraiment comprendre les besoins du conducteur, qu'il soit dans un endroit rural ou dans un endroit urbain, et de lui proposer des services qui vont en fait aller autour du covoiturage. Donc son expérience utilisateur en tant que conducteur. Il y aura Zifi, il y aura aussi les partenaires de Zifi qui viendront justement faciliter son... Ce que vous avez dit est intéressant, les partenariats avec les entreprises. C'est aussi une source de développement pour vous, d'aller directement au contact peut-être des entreprises plutôt que de s'adresser aux particuliers? Là, vous soulevez la problématique du modèle économique. Oui. Et effectivement, chez Carosse, on considère, en tout cas en France, que le modèle économique, il est plutôt avec ceux qui achètent en général du transport public, c'est-à-dire des collectivités locales et des grandes entreprises. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé deux offres. La première s'appelle Carosse Entreprise, qu'on commercialise auprès des grands comptes pour améliorer la mobilité de leurs salariés. Ouais. Et la seconde s'appelle Carosse Territoire, qu'on commercialise auprès des collectivités locales ou des opérateurs de transport pour venir compléter, comme j'ai dit tout à l'heure, les réseaux de transport de lignes régulières sur ces territoires en question. Et comment ça se passe avec les collectivités, justement? BlaBlaLines, vous avez aussi une expérience? Alors écoutez, on travaille tous ici déjà avec Mobilité Île-de-France, Île-de-France Mobilité, et c'est une bonne chose, on est ravis de ce partenariat. Qui se concrétise comment alors? C'est la promotion mutuelle du covoiturage en Île-de-France et c'est le remboursement des trajets par Île-de-France Mobilité sur toute l'Île-de-France. Donc ça permet aux covoitureurs qui n'auraient pas encore testé le covoiturage chaque matin de tester et d'approuver. Oui, voilà. Et donc, même chose, vous avez déjà une expérience sur ce sujet. Voilà, donc on participe aussi à Île-de-France Mobilité et on a été plus loin puisqu'on rembourse aussi en fait les covoiturages partout en France. Donc les régions sont là aussi pour soutenir l'activité et faire la promotion du covoiturage. On a aussi été plus loin et ouvert sur toute la France la gratuité des trajets. C'est vrai qu'on a parlé parmi les sources de cet apport. Pour vous, évidemment, il y a comme en ce moment les grèves, l'impact de ces conflits. J'imagine qu'il y a aussi un petit peu les bouchons, etc. Il faut s'organiser. Le prix de l'essence, qui était un point fort il y a quelques années, quand ça a été lancé, encore aujourd'hui, ça l'est ou pas? Effectivement, le prix de l'essence a quand même significativement augmenté ces derniers mois. Ça a un impact important, à la fois du côté des conducteurs qui disent... forcément des conducteurs, mais je veux dire qui peuvent rester conducteurs en covoiturage en se disant je vais économiser un peu d'argent, voire même en devenant passager en économisant encore plus d'argent, grâce notamment au soutien des collectivités locales et Île-de-France Mobilité. Donc le STIF est un très bon exemple en Île-de-France puisque l'apport de la collectivité sur chaque trajet
permet finalement de considérer la voiture partagée du point de vue du passager comme une forme de transport collectif et donc d'être sur le signal prix du transport en commun, c'est-à-dire quelque chose qui est très attractif en disant aux gens laissez votre voiture, vous allez monter dans le véhicule de quelqu'un pour vraiment pas cher. Oui, c'est concurrentiel justement par rapport au prix des transports en commun en France sur des courtes distances où c'est vrai que ce n'est pas forcément très très cher, autant sur des grandes lignes ça peut être plus élevé, mais vous êtes concurrentiel, oui. Oui, Ouais. On revient à peu près sur l'Île-de-France, on revient à un ticket de transport à l'unité, on va dire. Ouais. Et après, sur les longues distances, c'est très intéressant, en effet. Enfin, sur les moyennes distances, 30-40 km, il n'y a pas mieux que de se déplacer en covoiturage pour les passagers, en tout cas. Ouais. Donc, on l'a vu, hein, c'est un phénomène très urbain, dans un premier temps, mais qui se développe et beaucoup aussi dans les campagnes, dans les zones périurbaines. On a fait près de 300 000 trajets en covoiturage en Ile-de-France depuis le début 2017. Donc on en tire des statistiques maintenant qui commencent à être robustes et on s'aperçoit que 82% de nos trajets impliquent la grande couronne francilienne. Ouais. Donc c'est pas vraiment de l'urbain, c'est au contraire plutôt du périurbain et du rural pour nous. Ouais. Vraiment là où vous n'avez pas de réseau de transport en commun et notamment dans des zones peu denses puisqu'on voit que 42% de nos trajets impliquent des communes presque rurales de moins de 250 habitants au kilomètre carré. Ouais. Donc c'est vraiment complémentaire aussi, parfois, pas supplétif, mais complémentaire aussi des transports, des lignes SNCF pour venir à la gare. Voilà, c'est ça. En fait, ça développe aussi l'intermodalité où les personnes prennent du covoiturage pour rejoindre une gare, justement. Ouais. Voilà. Donc ça, on l'a vu, nous, on a plus d'un tiers en fait, des covoiturages qui sont pour rejoindre une gare. Et ensuite terminer mon trajet. Oui. Alors, quand on commence à se mettre au covoiturage, est-ce qu'on y reste par la suite? Est-ce que vous avez aujourd'hui des exemples qui sont très probants où on fonctionne régulièrement avec le covoiturage, quoi? Ou est-ce que vous avez une... L'usage, il est de plus en plus répété et avec une assez forte rétention, comme on dit. Chez Caros, ce que je peux vous dire, c'est que chacun de nos utilisateurs actifs chaque semaine, c'est-à-dire ceux qui covoiturent environ 5 à 6 fois par semaine. Ouais. C'est intéressant parce qu'on voit bien que sur la courte distance, on n'est plus dans ce rapport au covoiturage où je suis obligé de covoiturer entre guillemets avec vous. Ouais. Vous êtes obligé de covoiturer tous les jours avec moi, tous les matins et tous les soirs. On le fait de manière plus flexible. Ouais. Je ne suis pas obligé de le faire 10 fois par semaine. Ouais. Et on s'aperçoit aussi que dans 70 à 75% des cas, une fois qu'on a testé le covoiturage, on continue sur notre plateforme 5 mois plus tard. De manière active, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas inscrit, mais on covoiture. Donc je pense qu'effectivement, l'essai est transformé et on voit bien que les gens, ce que j'évoquais tout à l'heure, économisent de l'argent, du pouvoir d'achat, économisent du temps. Et donc à partir de là, ils n'ont absolument aucune raison de ne pas continuer. Oui, il y a cette volonté de capter, hein, évidemment, sur le long terme, quoi, ces usagers, quoi. Bah, c'est le but. Alors nous, on a la chance chez Blablalines de faire partie de la communauté Blablacar. Donc les gens covoiturent courte distance et puis covoiturent longue distance et puis reviennent sur courte distance. Donc on les garde et on les a. Maintenant, sur le covoiturage courte distance, c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on a lancé récemment, mais il y a beaucoup de personnes qui ont fait plus déjà de 100 trajets de covoiturage, ce qui serait inexistant sur le longue distance. Oui, avec des propositions alternatives, ce que vous dites, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très bien être pendant 5 jours avec une personne et puis changer, etc. Pourquoi il y a cette volonté aussi de changer? C'est pour s'adapter peut-être au trajet des uns et des autres. Il faut avoir plusieurs alternatives. La souplesse des horaires, en fait. Oui, la souplesse des horaires. Je peux être avec un covoitureur le matin parce qu'il va m'emmener à 9h au travail, mais le soir, il va finir plus tôt. Et je prends un autre covoitureur parce que je reste plus tard le soir. Donc c'est cette souplesse, en fait, de pouvoir choisir un conducteur le matin et un autre le soir. Oui. C'est le même regard qui est porté en Inde également? Alors... En Inde et puis pour venir s'implanter sur le marché français. Oui, tout à fait. C'est ce sur quoi on travaille beaucoup chez Zify, c'est de justement avoir une plateforme qui est flexible. On sait que nos utilisateurs peuvent avoir des imprévus de dernière minute dans leur journée. Donc je pense qu'une plateforme qui fonctionne, c'est une plateforme qui permet à l'utilisateur de pouvoir gérer un covoiturage d'un instant à l'autre et de ne plus être dans une situation où on a besoin d'organiser un covoiturage 3 jours à l'avance, de réfléchir longtemps au prix. Voilà. Donc on essaie vraiment de simplifier les choses au maximum et de permettre à nos utilisateurs de faire du covoiturage quelque chose de simple et d'instantané. Oui. Où est-ce que peuvent être les innovations demain sur ce secteur, sur ce marché du covoiturage? Je pense que déjà l'intégration, je ne sais pas si on peut parler d'innovation, mais l'intégration sur des plateformes qui sont préexistantes, c'est des plateformes qui vont permettre finalement à l'utilisateur de faire du covoiturage, de prendre son billet de train, d'acheter un billet de bus, de louer une voiture. C'est vraiment une intégration qui va permettre de rassembler toutes sortes de services de mobilité sur une seule et même application. Et je pense que de parvenir à une situation comme celle-ci, ça va aussi simplifier
l'idée qu'on se fait du covoiturage et de rassembler différents acteurs sur une seule et même plateforme, je pense que ça peut être vraiment bénéfique pour l'utilisateur. Est-ce que le fait qu'il y a eu la guerre à la voiture déclarée par quelques maires, on citera personne ici, mais on imagine tout de suite à qui je veux faire référence, c'est un aspect aussi positif pour vous, finalement, de gens qui se disent on sera moins à polluer peut-être notre planète, c'est une prise de conscience? Alors, le responsable politique auquel vous faites référence, c'est la maire d'une ville intramuros. Donc là-dessus, chez Carros, on est complètement en ligne sur ces sujets-là, puisque on n'a pas véritablement de raison de faire du covoiturage dans Paris intramuros à partir du moment où, de toute façon, il y a autant de solutions de mobilité. Donc après, chacun choisit sa position là-dessus, mais chez Carros, c'est assez clair qu'on n'a pas forcément besoin de voitures individuelles ou partagées, même finalement, dans Paris intramuros. En revanche, dès qu'on est un peu plus loin, toutes les statistiques que j'évoquais tout à l'heure sur une fois qu'on est en petite couronne et surtout en grande couronne, éloigné du centre urbain et de la densité de réseau de transport, là, la mobilité partagée, la voiture partagée grâce au covoiturage est un sujet complémentaire. Mais il y a cette prise de conscience donc, à la fois chez les usagers, puis vous, dans vos entreprises aussi, vous le prenez en compte, Gaëlle Marais? Oui. Pour les entreprises Oui, pour les entreprises, oui, bien sûr, de moins polluer, donc de partager en fait sa voiture. On a fait une étude récente, effectivement, l'argument justement de la protection de la planète et de l'environnement reste le deuxième argument après le prix, le plus important en fait. Oui, donc, alors oui, l'argument numéro 1, c'est quoi? C'est le prix. Je partage mes frais, je fais des économies en fait. Voilà, c'est ça. Et puis ensuite, la conscience écolo qui arrive derrière, quoi. BlaBlaLines aussi, oui. Oui, pareil, le prix est un peu moins important sur la courte distance que sur la longue distance. Sur la longue distance, il y a des gens qui pourraient clairement pas se déplacer ou pas aller en vacances s'ils partageaient pas leur voiture. Sur la plus courte distance, c'est plus des questions de responsabilité écologique, de praticité et d'être sympa avec son voisin, quoi. Ouais. Vous n'allez pas contribuer à casser le marché automobile en tant que tel, vous? Non, vous ne vous sentez pas spécialement visé quand on dit que le marché d'automobile pourrait baisser un peu moins de vente de voitures parce qu'on va partager les voitures, quoi, les uns les autres. Je pense que c'est un mouvement de fond qui fait qu'on va partager des voitures. Non, mais c'est intéressant, c'est un mouvement de fond dans notre société. C'est dans l'intérêt des constructeurs, à mon avis, de s'approprier ce mouvement de fond, donc pas trop de sujets là-dessus. Oui. Et c'est un phénomène donc international. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, quand on regarde un petit peu le cas indien et l'intérêt pour le covoiturage là-bas, c'est pour des raisons un petit peu différentes. C'est surtout l'aspect social qui prime dans ce cas-là. Dans le cas de la France, c'est un petit peu différent. On a parlé de l'aspect écologique et de l'aspect financier. Mais oui, en tout cas, c'est un développement qui se fait ailleurs qu'en France et de manière assez rapide aussi. Ouais. En conclusion, on va quand même pas dire merci aux cheminots grévistes aussi? Non. On a hâte qu'ils se remettent au travail, comme ça on va pouvoir faire de l'intermodalité de nouveau de manière très efficace, puisque nous sommes complémentaires du transport collectif. Oui, non, pareil, c'est ce qu'on disait, BlaBlaCar fait du covoiturage depuis 10 ans, on pousse les gens à covoiturer depuis 10 ans, donc c'est pas maintenant qu'on saute dessus. Maintenant, si ça peut aider les gens à découvrir une solution alternative, c'est parfait. Oui, et puis ça pousse les collectivités à davantage communiquer, à vous aider, quoi. Là, vous attendez encore des efforts de la part de ces collectivités pour qu'elles communiquent les panneaux, etc. Pour appeler au covoiturage. De toute façon, les entreprises et les collectifs sont sensibles au covoiturage. Hein, donc, il va y avoir, ils cherchent des solutions dans ce domaine-là. Ouais. Il va y avoir un travail du gouvernement qui va être fait bientôt pour réformer un petit peu tout ça, pour essayer de clarifier les choses au niveau du covoiturage. Et je pense que ça va être un effort qui va être assez important, puisque ça va aussi demander, ça va être un effort des entreprises aussi de covoiturer, et ça va être un effort additionnel pour essayer de faire avancer les choses au niveau du covoiturage. Je pense que le gouvernement a bien compris qu'effectivement le covoiturage, ça peut lui permettre d'atteindre des résultats ou des objectifs environnementaux en tout cas qui sont nécessaires et qui sont importants. Donc. Merci à tous d'avoir participé donc à cette émission sur le covoiturage qui a de l'avenir.